Très bel accueil de gens dont je peux citer les noms parce que il y avait Jean-Pierre Chauveau avec qui après je ferai des papiers, des articles, Jacques Richard, un collègue qui est mort il y a quelques années, Jacques Richard, un géographe, un très grand copain et pas mal d'autres. Et donc, voilà, j'arrive là, accueil formidable. Le terrain, à l'époque, on m'avait vaguement dit que je devais travailler. Alors, on m'avait dit avant de partir, j'avais pas très envie à l'époque, parce que j'avais dû concevoir quelque chose de critique déjà à l'époque, dans mon année probatoire en quelque sorte à Paris. J'avais pas envie du tout de faire de monographie ethnique, comment dirais-je, d'étudier les structures de parenté, enfin des choses. J'avais pas envie. Donc, je m'étais dit, je vais faire quelque chose qui porte sur les situations modernes de la Côte d'Ivoire, ou une situation, voilà, il faut être. Et donc, je devais travailler normalement sur la nouvelle ville qui était un port de San Pedro en Côte d'Ivoire, qui venait de se créer pour désengorger Abidjan. Et donc c'était créé. Et l'idée c'était de travailler sur San Pedro qui venait de se créer, et donc comment dirais-je, de voir un peu quel effet. Je me souviens plus, j'avais fait une vague problématique sur San Pedro que j'avais juste dû lire quelques trucs sur la région, quel effet, parce que c'était tout ce sud-ouest de la Côte d'Ivoire où San Pedro s'était fait, c'est une région sous-peuplée, etc. Donc j'avais lu quelques trucs, voilà. Mais c'était là-dessus que j'étais parti. Puis arrivé sur place, je me souviens, j'étais quand même allé à San Pedro très vite. Je crois dans les 15 jours qui suivaient, j'avais dû partir, j'avais pris un petit avion qui m'avait fait atterrir à San Pedro. Et donc, j'avais découvert cette nouvelle ville, en quelque sorte. Bon. Mais très vite, ça ne peut pas se faire pour des raisons, je ne sais plus lesquelles, en tout cas. Parce qu'on était à l'Orstom, travailler sur San Pedro nécessitait que les autorités ivoiriennes régionales soient d'accord. Il y avait tout un côté, office. Enfin, on ne travaillait pas comme ça sur San Pedro. Il fallait qu'il y avait une autorité régionale qui couvrait cette histoire, soit intéressée par le fait qu'on travaille sur San Pedro. Apparemment, ça n'a pas pu se faire. Donc, plus de terrain. Donc, je me trouve en Côte d'Ivoire sans terrain, en quelque sorte. Voilà. Et puis peu de temps après, ça a dû être assez rapide, on me propose de travailler sur un projet de développement risicole dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'était créé aussi à cette époque une société d'État, comme ça se faisait, la Soderi, c'était une société d'État. La Côte d'Ivoire est un pays libéral, mais l'État était très important et il y avait des sociétés d'État, donc qui planifiaient en quelque sorte le développement. Voilà. Et là, la Soderi devait développer la riziculture irriguée. C'était sur des bas-fonds, parce que la Côte d'Ivoire avait du riz, mais était insuffisante en riz, et donc l'idée était de rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante en riz. Voilà. Donc, moi, j'étais ouvert à tout. Donc, vous voyez, je n'ai pas posé de problème. J'ai dit OK. Alors, le gros avantage, c'est que d'une part, la Soderi a demandé un sociologue à l'époque, à l'Orstom. Alors, l'Orstom a dit, on en a un là, donc c'était moi. Mais du coup, j'ai eu des moyens, un petit peu plus. Vous voyez, il y avait un peu de sous qui a été mis à la clé. Du coup, j'ai une voiture qui m'a servi à la fois de voiture personnelle et de voiture de fonction, qui est une 4L, mais toute neuve, formidable. Donc, et donc, du coup, j'ai été travailler chez
dans le centre-ouest, donc chez les BT. Mais à l'époque, l'angle d'attaque, ce n'était pas les BT en tant que BT, c'était le fait qu'on développait dans la région, de l'agriculture irriguée, une région où il n'y avait pas seulement que des BT autochtones, mais il y avait d'autres populations qui venaient d'ailleurs, des migrants, etc. Donc la question n'était pas monographiquement ethnique, si vous voulez, elle était liée à un... Bon. Alors, je travaille sur dans le cadre de cette société d'État. Je découvre, moi qui avais toujours été à Paris, le monde agricole. Enfin, vous voyez, j'apprends tout. Hein, j'apprends tout sur le tas. L'ethnologie, une certaine monde agronomique, si vous voulez. Et puis surtout, il y avait des ingénieurs agronomes à la Sodéry. Il y en a un qui est devenu un copain, qui était un Français, par ailleurs. Parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire, à l'époque, c'était extraordinaire quand même. C'était 50 000 Français en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 10 fois plus qu'en 60, au moment d'indépendance, 50 000 Français. Donc bien sûr, je ne connaissais pas tous ces Français, mais on était une petite communauté au milieu d'une grande communauté française, où il y avait de tout d'ailleurs. La communauté française, il y avait des gens de gauche, j'avais des copains qui étaient Mao, qui avaient fait 68, etc. Donc il y avait bien sûr des gens du privé qui étaient plutôt de droite. Il y avait de tout. La société française était variée. On pouvait s'y faire des amis, comme on pouvait s'y faire des ennemis, mais des gens comme ici, si vous voulez. Donc c'était assez étrange. Et d'ailleurs, les amis ivoiriens, ce ne sera pas immédiat. Hein. Moi, j'en aurais, mais pas tout de suite, si vous voulez. Parce que la communauté française était tellement là, s'imposait tellement elle-même, et avec l'Orstom d'abord, hein, qui était là avec des copains très vite, qui deviendront des copains. On se voyait beaucoup, on dînait ensemble, on sortait ensemble, on allait dans les boîtes de nuit à Abidjan ensemble, etc. Enfin, bref. Et puis c'était un monde de mecs. Alors, je veux dire, alors, il y avait certains qui étaient mariés, bon, etc. Mais quand même, c'était un univers. Bon. Et donc, il y a eu les premières jeunes femmes qui sont arrivées, on les a vues arriver, mais vraiment, ça a pris du temps, c'était un univers de type. Hein. Et donc comment dirais-je, ce pays, c'est un pays, par ailleurs, le contexte de la Côte d'Ivoire, ce qui fera aussi que je m'intéresserai beaucoup à ce pays ensuite, en tant que tel, c'est que c'était l'époque du miracle ivoirien, c'est-à-dire que il y avait 50 000 francs français, et puis certes, mais il y avait une croissance économique de ce pays qui était tout à fait exceptionnelle et qui faisait que ce pays avait un côté champagne. C'est-à-dire que les Ivoiriens que j'ai commencé à fréquenter, en effet, buvaient du champagne souvent. Enfin, les classes moyennes aisées ivoiriennes, c'est pour ça que je dis champagne, je me souviendrai toujours de cette anecdote, mais un de mes premiers copains ivoiriens, qui était le directeur de la radio, de la RTI en Côte d'Ivoire, qui vient manger chez moi et il arrive avec une bouteille de champagne, il me dit « je l'amène parce que bien sûr t'en as pas ». Voilà, en gros l'ambiance. Donc voilà. Donc, et je me rappelle toujours, quand mes parents sont venus par la suite en Côte d'Ivoire, je les emmène à la radio, voir mon copain, le directeur de la radio, et à 10h du matin, il leur offre le champagne. Donc voilà, il y avait un côté champagne et festif, et les Ivoiriens étaient festifs, en effet, même si le pays était tenu de façon très très autoritaire, mais qui dans les années 70 se libéralisait un peu. C'est-à-dire que dans les années 60, ça avait été en Côte d'Ivoire, je n'ai pas connu les années 60, mais ça avait été des années un peu de plomb, si vous voulez, en Côte d'Ivoire, puisque Houphouët en 63-64 avait organisé des pseudo-complots contre lui-même, en quelque sorte, et avait fait arrêter 3000 personnes, dont la plupart étaient ses proches. Autrement dit, il avait un côté stalinien, il avait fait la purge de son parti, Houphouët. Et donc, arrêté, pas au goulag, hein, c'était pas ça quand même, hein, donc il les avait arrêtés, puis d'ailleurs, très très souvent, après, il leur disait, bon,
toi tu seras ministre, etc. Voilà, donc il y avait le dialogue à l'ivoirienne. Donc on sortait de ces années de plomb, dans les années 70, et donc les gens parlaient davantage. Hein, voilà. Et donc c'était... mais on était quand même sous le règne du parti unique, il y avait quand même il y avait un journal, il y avait le Fraternité Matin, etc. Mais il y avait une croissance et surtout il y avait ce côté ascension sociale en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les Ivoiriens allaient à l'école, il y avait des postes, à l'université les étudiants avaient tous des bourses, tous des bourses, tous, riches ou pauvres, enfin voilà, des chambres à l'université, donc il y avait tout un côté quand même assez étonnant. Et donc, voilà, c'est une ambiance très particulière. Donc, moi, je fais mon terrain dans ce contexte, si vous voulez. Alors, on est nous-mêmes, je veux dire, puisqu'on était toute une communauté, on est nous-mêmes critiques, si je puis dire, du contexte. On était, beaucoup d'entre nous venons de la gauche, de l'extrême gauche. On savait dans quel pays on était. On savait que Houphouët était un type dur. On savait tout ça. On savait qu'on était dans un pays dont le développement marchait, mais on n'était pas sûr que ça marche si longtemps que ça. Hein. Donc il y avait des critiques sur le développement économique de la Côte d'Ivoire, qui reposait exclusivement sur l'exportation du café et du cacao, etc. Donc il y avait tout ça, donc il y avait de la critique qui était faite, qu'on connaissait. On lisait Samir Amin, on lisait tous ces gens-là, etc. Donc, on a commencé à rencontrer des collègues ivoiriens qui l'étaient aussi à l'époque, critiques à l'égard tout ça. Donc les relations avec les Ivoiriens ont commencé avec des intellectuels, avec des collègues ivoiriens ont commencé, disons que c'est dans les années 74, 75, le temps passe. Voilà. Et puis, bon, je fais mon travail avec la Soderi, j'ai des rapports, c'était des rapports à l'époque, donc j'avais toujours pas de thèse, hein, donc j'avais pas de thèse à l'époque, j'avais une maîtrise et j'avais fait mon rapport, donc j'ai des rapports que j'ai réussi à faire. À l'époque, j'écrivais pas très bien, c'est-à-dire que j'ai accouché de ces rapports, ça a été dur, hein, parce que j'avais pas encore la plume très facile, etc. Donc, de même que j'ai appris à écrire au fil du temps, hein, tout ça a pris du temps, mais... Et donc, et ce n'est que ensuite que je me dis, allez, quand même, pendant toute la période de la réécriture irriguée, j'avais choisi un village qui avait accepté de cultiver un bas-fond. D'ailleurs, c'était un des rares qui avait accepté, tous les autres ne voulaient pas. Donc je m'étais installé là pour comprendre pourquoi ce village-là avait accepté. Voilà, donc c'était tout un raisonnement que j'avais fait à l'époque, etc., etc. Bref, donc je m'étais installé dans un village, mais je m'installais, j'avais acheté une maison, enfin j'avais payé une maison qui existait, qui était libre en quelque sorte, au village, qui était devenue ma maison. Au début, je logeais chez Monsieur Albert, Gaillet, puis ensuite j'ai acheté cette maison. Et puis, mais je rentrais à Abidjan fréquemment, j'avais une voiture, ce qui était quand même très précieux, n'est-ce pas? J'ai eu un confort, si vous voulez, ethnologique ou ethnographique très grand. J'avais une voiture, et puis j'ai eu très vite des enquêteurs avec moi, des gens qui ont travaillé avec moi. Alors c'était la règle, hein, on avait des enquêteurs qui ont travaillé avec moi. J'en ai, comme sur l'enquête sur la réécriture irriguée, m'avait demandé des grosses enquêtes, j'avais embauché quelques enquêteurs, etc. Mais ensuite, je me suis dit, comme je me suis quand même intéressé au monde BT, même si je me suis intéressé à d'autres groupes, et je me suis intéressé au monde BT. Là, après, je me suis dit, bah, écoute, tu vas t'intéresser un peu plus au monde BT. Donc, une fois que le contrat avec la Soderi s'était achevé, donc ça s'est achevé en 75, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, de 72 à 75. Donc, je rentre en France, d'abord, parce que c'était un séjour quand même assez long. Hein. Je rentre en France, 6 mois. Et ensuite, je repars en Côte d'Ivoire, et là, je décide en effet de travailler de façon plus classique, si vous voulez, chez les BT, une monographie ethnique, si vous voulez. Voilà. Donc, je prends le chemin
qui avait fait beaucoup d'autres ethnologues avant moi, ou qui continuent à en faire, voilà, l'étude d'une monographie ethnique. Il y avait des collègues qui travaillaient chez les Baoulés, il y avait des collègues qui travaillaient chez les Gbans, d'autres chez les Agnis, etc. Donc on était dans un monde que nos prédécesseurs, dans les années 60, avaient connu aussi, c'est-à-dire, et donc, je cite les spécialistes de la Côte d'Ivoire d'avant moi, Terret, Emmanuel Terret, Marc Auger, Meyassou chez les Gouraud, Terret chez les Dida d'abord, puis chez les Abrons, Auger chez les Aladians, voilà. Donc, et nous, on continue, moi chez les BT, mon ami Jean-Pierre Chauveau chez les Gbans, et puis d'autres personnes qui travaillaient, quelquefois même des étrangers, mais le groupe s'élargissait, si vous voulez. Il y avait des gens qui s'élargissaient avec des Ivoiriens, avec d'autres de passage. Il y avait quelques Américains qui passaient, etc. qui travaillaient. Donc, voilà, on est dans la tradition ethnologique à ce moment-là, hein, dans la tradition ethnologique. Donc on s'intéresse à quoi? À tout ce qui fait la trame des monographies ethniques, hein, les systèmes de parenté, les représentations du monde, l'ethnogénèse, l'histoire du peuplement, enfin tout le truc, sauf que là, on était tous quand même très obnubilés par le système matériel, par la production, par le système de production. On avait tous été influencés par le marxisme. On n'était pas uniquement dans le ciel des représentations, etc. Donc on était quand même, voilà, donc on était inscrits dans de quoi les gens vivaient véritablement, hein. Donc il fallait quand même qu'on se penche là-dessus. Et c'est pour ça que c'est un terrain qui a été un terrain quand même très intéressant, très passionnant, mais on a fait un terroir. Moi, j'ai fait un terroir, ça consistait à mesurer tous les champs, voilà, ça a duré 3 mois, avec des équipes. Il fallait avoir, bien sûr, du personnel pour faire ça, parce que je ne pouvais pas faire ça seul, mais il fallait reporter le soir ce qu'on avait fait dans la journée, etc. Mais on faisait des terroirs parce qu'il fallait le faire. Il y avait tout un côté... les autres, mes copains, Jean-Pierre Chauveau et Jacques Richard, avaient fait un terroir aussi, donc on comparait nos trucs, etc. Donc, et puis, ça a été formidable de faire un terroir, parce que du coup, j'ai connu tout le monde, si vous voulez. Et donc, puisque bien sûr, j'allais voir un tel, et c'est lui qui me montrait les limites, hein, parce que c'était des limites, c'était pas un rectangle, hein, c'était des trucs qui partaient dans tous les sens. Et donc, il y avait non seulement des BT, des autochtones, mais il y avait des étrangers aussi qui étaient installés. Donc, voilà. Donc du coup, j'ai connu tout le monde. Donc du coup, je connaissais tout le monde. Et je les appelais par leur prénom. Et donc, j'ai une connaissance intime des gens. Et ça c'est quelque chose qui m'a le plus frappé dans toute cette expérience, c'est l'intimité dans laquelle je suis rentré. Et dans l'intimité, au point qu'en effet, il y avait des gens que j'aimais bien et d'autres que j'aimais pas bien, ce qui est normal, en quelque sorte, hein. Et donc, les femmes comme les hommes, etc. J'ai fait des enquêtes auprès des femmes, etc. Donc, véritablement, à la fois, je dirais, un confort de terrain à cause des conditions matérielles, voitures et autres ça, et puis aussi... confort de terrain par le fait que très vite, quand même, au début, ça a été difficile. Évidemment, je ne vais pas vous raconter les débuts qui sont toujours un peu difficiles, mais après, il y a eu un rendement, si vous voulez, des enquêtes très bonnes. Je veux dire, les choses sont... Et puis, bien sûr, j'ai circulé, je n'ai pas été que dans ce village-là, j'ai bougé. J'ai été dans plein de villages, j'ai fait des enquêtes dans d'autres endroits, donc ça a duré jusqu'en 78. Donc, il y a eu... Voilà, et ce n'est qu'après que j'ai envisagé de faire une thèse sur les BT. Voilà, après, hein. Je l'ai soutenu en 81. Ethnicité, histoire. Voilà, c'est ça c'est ma thèse. Ethnicité, ça c'est ma thèse. Alors que je m'étais inscrit avec Ballandier, Georges Ballandier, qui était, que j'avais rencontré dès l'année 71-72 comme élève. Mais à l'époque, je ne m'étais pas inscrit avec lui parce que je n'avais pas envisagé de thèse. À l'époque, la question ne se posait pas encore, vous voyez. Elle ne s'est posée que quand je suis revenu en 75, où là, j'ai rencontré Georges Ballandier, que je ne connaissais pas vraiment. Il était bien sûr, il régnait. Georges régnait.
sur le Centre d'études africaines, sur tout un monde. C'était lui qui présidait le comité scientifique de l'Orstom qui m'avait choisi, donc il me connaissait de là. Donc il était partout. Il était à Paris 5, il était à l'Orstom, il était au CNRS. C'était ces mandarins qui étaient... Gilles Sauter aussi était dans la géographie. C'était ces personnages-là, tout à fait imposants. Et je demande à Ballandier, il avait été le directeur de thèse de Terray, de Auger, de tout ça. Donc moi, la génération qui suit, hop, on va du côté de Ballandier. Ballandier, pas de problème, il avait je ne sais pas combien d'étudiants en thèse. Et donc du coup, d'ailleurs, durant ma rédaction de thèse, je le voyais de temps en temps pour lui parler de l'avancée. On me disait, bon, ça va, ça se passe bien. Oui, je dis oui, mais enfin, j'aimerais vous... Oh, il me parlait de lui, d'ailleurs, très très souvent, tout ça. Donc voilà, donc c'était pas... Je me suis débrouillé comme un grand pour faire cette thèse. Bref, donc j'ai fait cette thèse sous la direction de Georges Ballandier. Dans le jury, il y avait Marc Auger, il y avait Denise Paulme aussi, la célèbre Denise Paulme, qui avait travaillé chez les BT, elle aussi, dans les années 50. Mais ce n'était pas le même groupe, parce que les BT formaient un ensemble assez vaste, et elle avait travaillé chez les BT de Daloa, et moi j'avais travaillé chez les BT de Gagnoa. Donc tout ça était... Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que ce n'était pas le meilleur livre, enfin, le meilleur monographie de Denise, les BT. C'était pas, elle avait travaillé chez les Dogons d'abord, elle avait travaillé chez les Kissi en Guinée, ensuite elle avait travaillé en Côte d'Ivoire. C'était pas terrible son bouquin. Bon, bref. En tout cas, elle était dans le jury, Denise, que j'aimais bien par ailleurs, puis c'était une personnalité, mais elle était dans le jury, il y avait Jacques Lombard, il y avait d'autres gens, etc. C'était une thèse où il y a... Alors c'était très étonnant cette soutenance de thèse, parce que j'en ai un souvenir très ému. Ça se passe à la Sorbonne, dans l'amphithéâtre Émile Durkheim. Et à l'époque, je ne sais pas, j'avais beaucoup de copains probablement, mais il y avait 100 personnes dans la salle, dans l'amphi, si vous voulez. Aujourd'hui, dans les soutenances de thèse, il y a 15 personnes. Mais ce n'était pas que moi, si vous voulez, il y avait d'autres thèses qui avaient eu lieu comme ça, où on attendait au tournant le thésard aussi, mais aussi les membres du jury. Vous voyez, en France, il y a un côté où les membres du jury, comme vous le savez, font un peu un numéro. Hein, donc il y a de la prestation, si vous voulez, à la fois du thésard, mais et donc il y avait un côté comme ça, un peu, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc du coup, les gens venaient aussi pour le côté, il va se passer quelque chose. Il y avait un événement, en quelque sorte. Et d'ailleurs, ça s'est passé, il y a eu un peu des moments un peu durs à la soutenance de thèse, puisque d'abord Georges me dit à un moment donné, parce que j'avais fait une première partie de ma thèse qui était un peu, je dirais, un peu prétentieuse. Qui était un peu prétentieuse. Il y avait 100 pages où, au fond, d'ailleurs, il le dit oralement, je cite Georges Ballandier, il me dit « Jean-Pierre Dozon, c'est pas parce que on fait une thèse de 3e cycle qu'il faut refaire la discipline. » Citation de Georges Ballandier. Donc une vanne. Parce qu'en effet, dans les 100 pages, il y a quelque chose de cet ordre. Et d'ailleurs, c'est là où, au cœur de l'ethnie, c'est-à-dire que en fait, il y a la critique de la monographie ethnique. J'en fais une tout en la critiquant. Et donc, tout en critiquant le fait qu'au fond, les BT, ça n'existe pas, ou du moins, ça n'existait pas dans le monde précolonial, hein, que les BT ont pris densité pendant toute la période coloniale, n'est-ce pas? Mais avant, d'abord le nom n'existe pas véritablement, etc. Donc j'interroge cet exercice si prisé par la discipline dans la thèse, et au cœur de l'ethnie, c'est la même chose. Hein, donc, voilà. On est quelques-uns à le faire, d'ailleurs. Hein. Jean Bazin sur les Bambara, voilà, donc on est quelques-uns à le faire, mais je le fais dans cette... Et donc je fais 100 pages, voilà, où je me lance dans des considérations. Alors là, je crois que ça a agacé prodigieusement, mais pas seulement Georges Ballandier, mais Marc aussi, etc. Donc, alors je les ai supprimés, parce qu'après, il y a le livre qui va sortir, qui est un retraficotage
de la thèse, mais où les 100 pages ont été éliminées, si vous voulez. J'ai été radical, parce que là, quand même, je veux dire, bon. Mais en même temps, dans ces 100 pages, il y avait des choses qui n'étaient pas idiotes. Hein, mais... C'est pas la société BT, la deuxième. Si, ça c'est le livre. Et donc, mais dans ces 100 pages, il y a des choses hein, que je ne regrette pas, mais quand même, il y avait quelque chose, vous allez voir ce que vous allez voir, ouais, il y avait un petit côté comme ça, et donc j'ai été remis à ma place, ce qui, à mon avis, était une bonne chose. Voilà, donc véritablement. Après, Georges, que je connaissais un peu, j'ai connu Georges après, quand je suis devenu moi-même directeur du Centre d'études africaines, donc ça a été une autre... où là, on est devenus très amis, enfin, et donc où là, j'ai été très lié à lui, mais bien plus tard. En ce temps-là, Georges était à distance avec moi, plutôt, et puis surtout, comme j'étais lié plutôt à ses propres fils, moi j'étais un petit-fils, si vous voulez, si on fait une analyse en termes de génération alternée, j'étais plus lié à Auger ou à Thérèse, des gens comme ça, qu'à lui-même. Et donc, il n'aimait pas trop, vous voyez ce que j'ai dit. Oui, bah, vous en parlerez à Marc. Vous voyez, je suis de Marc Auger. Donc, bon, c'était ça. Donc, bon, Georges, je voyais bien. Puis, bon, il avait trouvé probablement que j'étais un peu comme ça, une petite arrogance, une petite... donc, s'il pouvait m'envoyer une vanne, il le faisait. Bon, donc, après, ça s'est corrigé énormément. Voilà. Donc, la thèse s'est quand même bien passée, enfin, évidemment, j'allais dire, parce que d'abord j'avais fait une grosse thèse, hein. C'était 700 pages, c'était un truc, voilà, c'était un gros truc. Il y avait quand même du terrain, il y avait du boulot, il y avait... donc voilà, elle m'avait donné du fil à retordre dans l'écriture, ça oui, mais véritablement... bon, j'avais fait un travail, puis d'ailleurs après je l'ai reprise pour faire ce livre, qui lui-même a été reconnu comme un bon travail, si vous voulez. Voilà, comme une de ces monographies ethniques qui vaut le coup de faire. Mais en même temps, c'est un paradoxe, ce truc, puisque je fais une monographie ethnique tout en critiquant l'exercice que je fais. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, du coup, je suis piégé un peu moi-même dans cette histoire. Voilà. Enfin bon, c'est un peu le... voilà.